Bonjour à vous tous et bienvenue à ce 5e webinaire organisé par le groupe Crédit Agricole et Altios. Aujourd'hui, nous allons traiter des développements internationaux de la filière vitivinicole dans le cadre de cette période si particulière. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir 7 intervenants et de pouvoir aussi mener ce webinaire avec notre partenaire, le groupe Crédit Agricole, qui est très présent, comme vous le savez, dans cette filière vitivinicole en France. Donc, j'aurai le plaisir en fait d'accueillir Catherine Hédoux, responsable du pôle d'accompagnement international du groupe Crédit Agricole, Sophie Caron, responsable de la filière vitivinicole au sein de la direction agroalimentaire du Crédit Agricole, Bertrand Girard, expert vitivinicole pour tous les développements internationaux. Et puis, nous avons également l'opportunité d'accueillir 4 dirigeants d'entreprise qui vont également pouvoir témoigner de leur expérience et de leur vision du monde de demain. Donc, le groupe Badet Clément avec M. Laurent Delaunay, UDVCR avec Laurent Rento, Domaine Paul Mas avec M. Jean-Claude Mas, et enfin Maison Gallo avec Jean-François Gallo. Merci à vous tous pour votre présence. Ce webinaire devrait durer 1 heure, 3 quarts d'heure d'intervention avec nos différents experts et dirigeants d'entreprise et 1 quart d'heure de questions-réponses avec vous. N'hésitez pas pour ce faire à poser vos questions à l'aide de la fonction chat que vous retrouvez sur la plateforme de ce webinaire et nous serons heureux et aurons le plaisir de répondre à toutes vos questions. Pour démarrer, j'ai le plaisir de laisser la parole à Catherine Hédoux, responsable du pôle d'accompagnement international du groupe Crédit Agricole. Oui, mais merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous et puis merci à nouveau à nos clients d'être à nos côtés pour témoigner de leur expérience à l'international dans un contexte très particulier que nous vivons actuellement. En effet, la crise sanitaire a rebattu les cartes dans de nombreux domaines et elle a accéléré les mutations à l'échelle mondiale. Sophie vous dressera un panorama dans quelques instants, mais moi je citerai ici peut-être le développement de la digitalisation, un accès parfois complexe à des marchés dont la hiérarchie a été elle-même pas mal chamboulée, une montée des risques aussi avec l'instabilité des devises, des retards possibles, voire des défauts de paiement de vos clients, hein. Parfois, on a même pu constater dans certains domaines un accroissement des fraudes, donc une réelle montée des risques. Et puis, dans ce contexte, la nécessité pour vous de renforcer vos équilibres financiers pour faire face à tous ces phénomènes, pour faire face aussi aux à-coups possibles de la reprise d'activité. Mais, et ça c'est positif, d'être également en mesure d'investir pour aller de l'avant. Alors, vous le savez, le Crédit Agricole est très présent à vos côtés en France, mais ça, vous le savez peut-être moins, il est également très actif dans le domaine international, d'où le petit rappel que je fais aujourd'hui, très actif en synergie avec tous les acteurs de l'écosystème pour vous conseiller sur les solutions pour sécuriser justement vos opérations dans ce contexte un peu difficile, également pour structurer des financements appropriés pour votre BFR international, mais aussi pour vous accompagner dans tous les investissements que vous pourriez faire à l'étranger, notamment pour saisir des opportunités qui sont générées par cette crise. Et je dirais de manière plus générale aussi, pour être à vos côtés dans votre réflexion stratégique qui comprend ce volet international, notamment dans le rebond post-crise. Alors, pour faire tout cela, le groupe Crédit Agricole met à votre disposition, donc c'est la première slide que je vous présenterai, son réseau international. Donc, le Crédit Agricole, c'est quand même la 10e banque mondiale, hein, un réseau qui comprend une 50aine de pays, avec des expertises de premier plan dans tout un tas de domaines, et notamment en commerce international et en change, mais aussi des expertises très ciblées, notamment dans votre domaine d'activité, bon, c'est le cas de Sophie. Des partenariats également en France et à l'étranger, dont celui que nous avons depuis plus de 12 ans maintenant avec Altios International pour vous accompagner de manière très opérationnelle à l'international. Et bien sûr, des équipes internationales en région, donc tout proche de vous, dans les caisses régionales, qui sont là pour vous conseiller, pour traiter vos flux, pour
traiter aussi vos opérations de change, vos crédits documentaires, enfin, tout ce dont vous avez besoin. Donc, elles sont en proximité, à côté de vous. Et pour prolonger cette proximité de relations, le groupe a également mis en place dans son réseau international ce que l'on appelle des International Desks. Ils sont multiculturels, ils sont francophones, donc c'est facile d'échanger avec eux. Ils vous sont dédiés et je sais que certains d'entre vous les connaissent bien pour y avoir eu recours. Alors, ces desks, ils sont à votre disposition, ils sont à votre écoute, ils sont là pour vous conseiller en lien avec leurs collègues de caisse régionale et aussi avec leurs collègues dans les différents pays qu'ils couvrent. Ils vont travailler aussi avec tout l'écosystème local et plus particulièrement en synergie avec les desks Altios dans les différents pays. Ceci afin de vous apporter en fait un continuum de solutions à la fois bancaires et non bancaires. Voilà, donc juste ces quelques mots pour vous inviter à parler d'international à votre chargé d'affaires en caisse régionale. Lui, il saura mobiliser toutes les expertises dont vous aurez besoin pour vous apporter des solutions sur mesure, à la fois en France, mais aussi dans les différents pays qui vous intéressent. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation. Je vais avoir le plaisir maintenant d'accueillir Sophie Caron, en charge de la direction en charge de la filière vitivinicole au sein du groupe Créicole. Sophie, je vous laisse la parole. Sophie, le micro n'est pas activé. Oui, c'est bon. Oui, bonjour, merci à tous, merci d'être là nombreux. Moi, je voulais un peu prendre de la hauteur et vous rappeler qu'est-ce que la France, effectivement, dans le monde de l'exportation. Alors, je ne sais pas si on peut faire défiler la présentation. Voilà. Je tenais d'abord à vous rappeler que la France, et vous le savez tous, je pense, est championne mondiale des exportations de vins et spiritueux en valeur. Puisque encore passé, donc sur l'année 2019, nous avons exporté pour 14 milliards de vins et spiritueux dans le monde, dont plus de 9 milliards uniquement pour le vin, donc bien devant notre deuxième compétiteur qui est l'Italie, qui est à peu près un peu plus de 6 milliards. Donc, si on regarde uniquement le vin, donc nous sommes premier exportateur en valeur, troisième en volume, ça veut dire qu'on est sur des marchés assez qualitatifs. Là, vous pouvez voir que le prix moyen de vente export d'une AOP est 9 € le litre. On a vendu un peu plus de 2 milliards de bouteilles dans 200 pays dans le monde. Et vous voyez en haut à droite sur la courbe que nos exportations sont en augmentation constante, sauf un petit trou d'air en 2009 suite à la crise économique. Si on regarde les types de vins, on voit que le Champagne, le Bordeaux et la Bourgogne, donc ces trois appellations, à elles seules, représentent plus de 60% de la valeur, alors que si l'on regarde les volumes, et ça se sait souvent un peu moins, on voit que le gagnant en toute catégorie, c'est l'IGP Pays d'Oc. Alors, où vont nos vins à l'international? Nous avons trois zones principales d'exportation de vin, trois zones de valeur, si on peut passer la slide suivante, que sont l'Union européenne, l'Amérique du Nord et l'Asie. Donc, notre bassin de consommation principal, et il faut le répéter, c'est l'Union européenne, puisque vous voyez que si l'on considère uniquement le vin, c'est 41% de nos exportations en valeur. Viennent ensuite deux zones géographiques qui ont pris énormément d'ampleur donc ces dernières années, que sont l'Amérique du Nord et l'Asie, et plus particulièrement la Chine. Si on regarde maintenant par pays, donc le premier pays où nous exportons nos produits, c'est d'ailleurs le premier consommateur mondial, donc ce sont les USA. On voit qu'en 2019, nous avons encore progressé sur ce marché, bien qu'il reste quelques incertitudes, et on le verra. Deuxième marché, un marché effectivement très, très fort, c'est le Royaume-Uni, où nous avons aussi là encore progressé, mais il y a un effet anticipation comme aux USA d'ailleurs, mais on y reviendra, lié effectivement aux incertitudes, et donc on pense à un effet quand même de stockage qui a pu avoir lieu
en 2019. La zone qui nous préoccupe un peu plus, donc c'est la zone chinoise qui ralentit depuis 2 ans maintenant, puisque cette année, on a encore fait moins 15% sur les vins tranquilles. Alors, c'est sur les vins, pardon, sur les vins tout vin. Ce ralentissement est lié à un ralentissement économique, mais aussi à l'absence de droits de douane sur les vins australiens et chiliens qui donc rentrent directement en concurrence, notamment avec nos vins rouges et notamment avec la zone Bordeaux qui a perdu la moitié de ses exportations sur la Chine en quelques années. Donc 2020, alors 2020, j'ai noté l'année de tous les dangers. Alors sur le marché américain, si on peut passer la slide suivante, sur le marché américain, bon, l'année 2019 s'est achevée, mais on vous en reparlera donc par la mise en place de cette fameuse taxe Trump de 25% sur les vins tranquilles, avec également des craintes d'une nouvelle taxe liée à la GAFA sur les effervescents. Bon, donc globalement, ça a provoqué quand même une chute de nos exportations sur ce marché, bien que ça reste un marché très fort. Sur la Chine, j'y reviens pas, les ventes qui fléchissent et continuent de fléchir. Sur le Royaume-Uni, des incertitudes cette année, alors là je parle hors contexte Covid, mais des incertitudes puisque les négociations auront lieu cette année, donc on n'a pas tellement de visibilité sur ce marché, même si on pense que long terme, l'Angleterre et le Royaume-Uni en général restera quand même un bon client comme il a toujours été. Alors bon, le coup dur, le coup de dur bien sûr c'est le Covid. Alors je parlerai de coup de frein et non pas de coup d'arrêt parce qu'on le verra tout à l'heure, mais tous les marchés ne se sont pas arrêtés. Néanmoins, si on regarde au mois d'avril, on a eu moins 24% sur nos volumes exportés et moins 45% en valeur. Donc, la situation, j'allais dire, hors Covid, c'est une baisse de marché à fort potentiel, une baisse de nos marchés à fort potentiel qui était les USA et la Chine, sur lesquels la France s'est développée. Mais il y a tout à fait aussi des marchés en croissance, notamment le Japon, mais aussi l'Europe du Nord, mais aussi le Canada, l'Afrique, et puis l'Union européenne en général. Donc, bon, nos clients, nos vignerons nous en parleront plus longuement tout à l'heure. J'allais dire en conclusion, pas en conclusion, mais pour parler de l'après et des leviers d'action, parce que je crois que c'est ça qui est important. Donc, si on peut regarder cette dernière slide, il faut souligner plusieurs leçons, j'allais dire, à tirer de cette période compliquée, mais qui quand même a pu nous apporter un certain nombre de choses, notamment le digital. On a vu que le digital est un vecteur indispensable de visibilité et de communication pendant cette période. On a vu foisonner de multiples initiatives, que ce soit des webinars, des missions virtuelles, des salons. Bref, on va rester quand même sur une digitalisation très importante. Il est important de rester au contact avec ses acheteurs, de rester en contact avec ses clients et de rester visible via les réseaux sociaux, via les influenceurs. Ça permet d'entretenir les contacts, même si effectivement le contact physique ne sera jamais remplacé, mais ça permet d'entretenir des contacts et surtout en investissant quand même pas trop de moyens. L'e-commerce, on en parlait déjà, mais l'e-commerce effectivement a été boosté d'une façon incroyable dans cette période. En France, les alcools ont doublé leur vente en période de confinement. En Chine, on est à peu près à 40% de vins vendus sur le web et on pense qu'on sera dans les 3 ans à 50%. On a des nouvelles plateformes qui émergent, notamment en Chine. Donc, le commerce en ligne est maintenant devenu indispensable et il faut de ce fait aussi porter une attention toute particulière à la logistique. La proximité, alors quand on parle de proximité, on pense circuit court, mais j'allais dire dans ce monde du vin, pour nous la proximité, c'est peut-être le bassin aussi européen. On a ici à nos portes un bassin de consommation fort qui parfois a été délaissé au profit de la conquête des pays tiers. Or, on a vu que dans ces périodes difficiles, on avait sur ce marché européen un peu plus une continuité des transports. Donc, j'allais dire, il faut cultiver aussi son jardin européen, diversifier ses marchés. Et je vous ferai juste un petit rappel sur le no-tourisme, parce que le no-tourisme qui se développe beaucoup en ce moment, et c'est une possibilité aussi de conquérir et
et de fidéliser une clientèle étrangère quand, bien sûr, on sera revenu à la normalité au niveau sanitaire. Dernier point, la RSE. On a vu que pendant cet épisode Codiv, on avait aussi les ventes de produits bio qui ont beaucoup mieux tenu que les autres. Hein. On a depuis quelques années une attention des consommateurs par rapport à la provenance, la traçabilité des produits qui s'était accrue depuis 4-5 ans et qui, j'en suis convaincue, va persister et va se renforcer. Donc, il faut s'inscrire, pour continuer à s'inscrire, hein, comme beaucoup l'ont fait déjà, dans des démarches de transition environnementale, sociétale, que ce soit en termes d'environnement, de conditions de travail, de loyauté des pratiques, de bilan carbone. Bref, donc on doit rester sur ces critères. En conclusion, je citerai quelques mots. Je pense tout d'abord à l'écoute. Hein. Il faut plus que jamais être à l'écoute de ses clients, à l'écoute de ses acheteurs. Il faut être agile parce que, comme on l'a vu, on est dans un monde vraiment mouvant et créatif. Hein. L'agilité va avec la créativité. Humble aussi, hein, puisque je crois que vous, comme moi, on a du mal à avoir de la visibilité sur ces marchés du vin, mais optimiste. Mais optimiste parce que on a beaucoup de qualité, nos vins sont de qualité, nos terroirs sont reconnus dans le monde entier. Dans le monde entier, on continue à boire du vin, du bon vin, et on a un nombre de consommateurs important à travers le monde, et on a aussi beaucoup besoin d'optimisme en cette période. Voilà, j'en aurais fini pour vous caler un peu le panorama général de nos exportations. Merci beaucoup, Sophie, pour votre intervention. Ce que je retiens, c'est ces 4 axes que vous avez cités et qui, je pense, seront repris par nos prochains intervenants, à savoir le digital, le e-commerce, la proximité et la RSE. Pour poursuivre sur cette intervention, on a le plaisir d'accueillir Bertrand Girard, donc expert vitivinicole pour le compte d'Altios. Bertrand, je te laisse intervenir. Oui, merci Patrick, j'écoutais attentivement. Merci pour la parole que je prends pour parler de ce que fait le groupe Altios et dans cette recherche de création de valeur permanente. En fait, l'expertise, je vais partager 3 points. D'abord l'expertise en général, ensuite les enjeux et ensuite les solutions auxquelles on réfléchit, on met en œuvre pour nos clients. Donc sur la partie expertise, Altios, il y a un secteur spécifique qui a été défini depuis quelques mois et sur lequel on travaille très dur, c'est une pratique soit une spirit dédiée. Donc ça, c'est très important. Et cette pratique, elle est venue d'une longue histoire. L'histoire du groupe, entre les vins, les spiritueux et l'agroalimentaire, c'est 1/3 des affaires et du business du groupe. Et quelques chiffres, c'est 120 clients, 160 si on compte les entreprises vitivinicoles, 28 projets actifs en ce moment sur tous les continents, et des axes et des présences sur des pays en particulier, comme évidemment la France, l'Australie, l'Italie, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, Singapour. On est vraiment présent globalement, avec toujours un œil extrêmement local, puisque, comme vous le savez, Altios, c'est 28 implantations dans 22 pays, avec plus de 400 collaborateurs. Donc, on a à la fois cette réflexion globale et en même temps un regard extrêmement fin local. Donc, on est présent dans tous les grands pays producteurs de vin et dans tous les pays qui consomment du vin. Et évidemment, on fait ça de manière très étroite avec un écosystème qui fait vraiment partie de l'ADN du groupe Altios, et notamment le Crédit Agricole à l'évidence, des Sopexa, des interprofessions, des fonds d'investissement qui travaillent sur l'agroalimentaire et le vin, la BPI, France Agrimaire. Donc, on a vraiment des relations dans l'écosystème qui est un peu le cœur du réacteur de cette industrie, de ce secteur en France, et qui est, comme ça a été dit précédemment par Sophie, un secteur particulièrement exportateur pour la France, et juste derrière un ou deux secteurs, notamment tout ce qui est aéronautique, et l'aéronautique est en train de souffrir. Donc avec le vin, il va falloir qu'on se batte et qu'on combatte et qu'on garde nos parts de marché. Donc ça, c'est l'expertise de Altios qui vient de cette longue histoire et de tout ce qu'on a fait comme dossier dans ce secteur. Après, si on peut passer au slide suivant, les faits remarquables, ils sont assez similaires à ce qui a été dit précédemment
par Sophie, ben, on a une compréhension des enjeux dans chacun des pays où nous sommes et on comprend extrêmement bien ben, cette espèce de dilemme permanent qui est l'internationalisation, qui est très importante pour la filière vin spiritueux. En même temps, le besoin de proximité, de faire vivre les territoires, faire vivre chaque terroir, si je peux dire comme ça, mais en même temps la proximité dans les marchés. Parce que la proximité, c'est à la fois là où on produit le vin, là où on conditionne, mais aussi à destination, près des clients, près des acteurs. Aussi, évidemment, l'impact du changement climatique. Sophie a mentionné le RSE, évidemment. Nous aussi, on est très attentifs à ça. On mesure extrêmement bien la conséquence, notamment en termes de consommation, sur les marchés. Et évidemment, le point qui nous marque le plus comme on est des acteurs présents sur les marchés internationaux, c'est de constater cette disruption permanente et accentuée dans la distribution. Alors, à la fois par le digital, mais aussi par les modes de distribution, mais aussi par les modes de consommation, qui sont toujours en évolution. Ben, ce que buvaient nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, c'est pas tout à fait ce que boivent nos enfants, et sûrement pas ce que boivent nos petits-enfants quand ils seront en âge de boire raisonnablement. Et enfin, on voit aussi des modèles qui sont totalement en train d'évoluer entre des stratégies de prix, de marque distributeur, des stratégies de marque. Pour synthétiser tous ces enjeux-là, on les maîtrise extrêmement bien avec un filtre stratégique d'analyse et un filtre opérationnel de solutions dans le pays. Et c'est ça qui fait, je dirais, toute la capacité à amener les entreprises qu'on peut accompagner à créer de la valeur. Et c'est ainsi que depuis quelques mois, on a travaillé ardemment pour définir 3 différents parcours en fonction des profils des entreprises qui ont besoin justement de créer de valeur, aller chercher de la valorisation depuis la vente jusqu'au consommateur, mais je dirais chacun dans sa catégorie. Alors, pour toutes les entreprises qui viennent nous voir, on a des études, des connaissances marché assez proches ou assez similaires à ce qu'a présenté Sophie précédemment, par pays, par zone de distribution, par segment, par tendance. Et ça, c'est ce qu'on appelle la boussole. C'est des notes très conjoncturelles qui définissent un petit peu les contextes de marché, les opportunités, les points de vigilance, etc. Donc ça, c'est un socle de knowledge, de connaissances qui est celui d'Altios. Et par rapport à ce socle de connaissances, on a défini 3 grands parcours. Un qu'on appelle l'impulsion, et je dirais les entreprises qui démarrent, qui sont dans une démarche parfois un peu opportuniste de découverte de l'international. Ça peut être un vigneron, une société de négoce de plus ou moins grande taille. En général, les sociétés de négoce, elles ont déjà fait des démarches à l'international. Mais ce module impulsion, il est très adapté aux gens, aux acteurs qui démarrent un chemin international. Et peut-être très justement, ça a été dit précédemment par Sophie, en Europe, par exemple, chez nos voisins, il y a peut-être des opportunités à explorer qui sont des bonnes démarches à mener pour engager une démarche export. Ensuite, on a un sujet accélération qui est plutôt destiné aux entreprises qui ont déjà fait un chemin à l'international, qui ont une structure, qui ont des savoir-faire précis, des équipes, une proposition de valeur dans leur gamme qui est déjà bien aboutie et qui recherchent vraiment un format de conquête, d'exploration de nouveaux marchés, de présence accrue sur des segments dans un marché où ils sont déjà, etc., etc. Et ensuite, on a un sujet, une prestation particulière qui est la performance. Et la performance, c'est pour les groupes qui sont déjà assez globaux, mais qui cherchent vraiment à devenir bien souvent des acteurs globaux, mais des acteurs locaux dans les pays qui ciblent à l'international. Et là aussi, on a des dispositifs, des vues stratégiques, des modèles et des solutions qu'on peut plugger à chacune de ces chemins, de ces parcours, en fonction des besoins. Alors, ça peut aller du portage salarial, un commercial à temps partagé, ça peut aller à la gestion d'une filiale, une acquisition de distribution, etc., etc. Mais là, ce n'est pas le moment d'en parler. Mais ce que je voulais surtout faire passer comme message,
c'est qu'au sein du groupe, on est dans une recherche de valeur permanente pour les clients, très adaptée avec des solutions en fonction des types et des typologies d'entreprises qui souhaitent développer l'international. Merci beaucoup Bertrand pour l'intervention. Donc n'hésitez pas à revenir vers vos chargés d'affaires des caisses régionales et puis ils sauront également vous aiguiller dans ces différents parcours, dans les solutions qui peuvent être mises en place à la fois par Crédicole ou par Altios concernant des développements sur les marchés étrangers. Et puis pour poursuivre, je vous propose en fait d'échanger avec des entreprises et puis on va démarrer avec monsieur Laurent Delaunay de la société du groupe Badet Clément. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, très heureux d'être avec vous. Peut-être juste 2 mots sur Badet Clément pour commencer. Badet Clément, c'est un producteur et négociant multirégion de la Bourgogne au Languedoc. On est implanté essentiellement en Languedoc et en Bourgogne et un petit peu, dans une moindre mesure, en Vallée du Rhône et en Beaujolais. C'est une structure que j'ai créée avec mon épouse Catherine. Nous sommes tous deux œnologues il y a 25 ans maintenant. Et à l'heure actuelle, juste 2 ou 3 chiffres clés. C'est 75 collaborateurs. Nous réalisons 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, 154 hectares de vignes exploités en direct, 64% à l'exportation et un volume de 16 millions de bouteilles. Quelques mots sur l'impact de la crise pour nous. Alors bien sûr, au début de la crise, au mois de mars, on est un peu comme tout le monde, on a été tout d'abord un petit peu sonné. La situation était tout à fait inédite. On a eu quelques jours où on s'est un petit peu réfugié dans l'opérationnel, si je puis dire. On s'est occupé de la mise de tous nos collaborateurs en télétravail. Ça s'est fait assez vite, en 48 heures à peu près. Ils avaient quand même déjà une certaine habitude avant. On a été touché aussi en ce qui concerne notre production pendant quelques jours, essentiellement parce qu'on a eu des défaillances de nos fournisseurs de matières sèches, de bouteilles, de cartons, d'étiquettes, etc. Mais ça n'a pas été très très long. On a repris assez rapidement du poil de la bête. On a été obligé de mettre quelques-uns de nos collaborateurs malgré tout au chômage partiel. Essentiellement donc pendant quelques jours des collaborateurs de nos caves, de nos cuveries, et puis des collaborateurs aussi de nos forces de vente sur le marché français traditionnel, donc la restauration notamment, où là ils étaient complètement à l'arrêt puisque la restauration était fermée, et grande distribution également, puisque la grande distribution pendant tout un temps ne voulait plus recevoir les fournisseurs non essentiels. Donc nos collaborateurs ont été quelques-uns au chômage partiel pendant quelques temps. On a été impacté essentiellement sur nos chiffres d'affaires du mois d'avril et du mois de mai, et ça semble repartir pas mal pour le mois de juin. On va faire un très bon mois de juin, tout à fait similaire à l'année dernière, malgré le fait que la restauration reste très impactée à la fois en France et à l'exportation. Alors, j'ai axé mon intervention sur la manière dont la crise a affecté la communication et nos relations, que ce soit en interne, mais que ce soit surtout avec nos clients en B2B ou en B2C, et ce qui va en rester. Alors, comme je disais, pratiquement du jour au lendemain, en fait, on a assisté à une quasi-exclusive digitalisation de la communication, qu'elle soit interne, B2B, B2C. On était déjà des utilisateurs, bien sûr, des outils digitaux avant la crise, mais c'était à ce moment-là, pour nous, un mode de communication parmi d'autres. Et du jour au lendemain, ça s'est retrouvé être pratiquement le mode de communication quasi exclusif. Et là, il a fallu effectivement, pour nos collaborateurs, pour nous-mêmes, très rapidement apprendre à devenir opérationnels, apprendre à découvrir, à apprivoiser tous les outils digitaux que sont la visioconférence, ça on connaissait déjà pas mal. On a organisé par exemple un salon virtuel également, puisque une des premières conséquences de la crise, c'est qu'on devait avoir au mois de mars le principal salon professionnel vitivinicole qui s'appelle Provine en Allemagne et qui a été annulé. Donc ce qu'on a fait en fait, comme on avait déjà des rendez-vous qui étaient pris à des horaires fixés avec nos clients, on leur a proposé
de réaliser ces rendez-vous de façon virtuelle avec nos commerciaux à l'heure prévue et de passer le temps qui était prévu à distance. Et effectivement, on a eu effectivement quand même de cette manière-là on a pu avoir pas mal d'échanges avec nos clients. D'un point de vue un peu plus B2C, on a organisé un certain nombre d'actions, d'activités, des lives par exemple, donc des dégustations live, des apéros live, que ce soit seul avec le public, un de nos collaborateurs donc face au public si on peut dire, ou que ce soit aussi avec la collaboration de blogueurs avec lesquels on avait déjà des relations. On a aussi organisé bien sûr, comme on est en train de le faire en ce moment, des webinars. On a organisé pas mal de ce qu'on a appelé des dégustations à distance, des dégustations virtuelles. Donc en fait, on envoie les échantillons à notre interlocuteur et puis à une heure donnée, on se retrouve pour déguster lui un échantillon de son côté, nous un échantillon d'une autre et partager nos appréciations. Autre exemple également, des tutos. On a eu l'idée de créer des tutos pour des tutoriels, donc pour en fait mettre par vidéo les argumentaires qu'on a l'habitude en fait de décliner quand on rencontre nos clients et pouvoir donc mettre ça par vidéo, répondre à toutes les questions qu'en général nos clients nous posent, y répondre a priori et envoyer ces éléments à nos clients de manière à ce qu'ils puissent les diffuser à leur force de vente, etc. On a assisté également à une accélération du e-commerce, bien entendu. En très peu de temps, en fait, il a fallu qu'on s'adapte, qu'on se familiarise avec de nouveaux outils. On était des utilisateurs, je dirais, de niveau moyen, autant qu'on était chacun des outils digitaux. Donc, il a fallu s'adapter à tous les outils de visioconférence. Il a fallu s'adapter aux différents réseaux sociaux. Il a fallu apprendre à choisir le canal de communication en fonction du message, en fonction du format, en fonction de la cible. Par exemple, Facebook ou LinkedIn pour des informations un petit peu plus généralistes, un peu plus institutionnelles, mais Instagram, par exemple, pour les lives, où il y a la possibilité d'être beaucoup plus interactif, d'être beaucoup plus ouvert à tous. Il a fallu apprendre à également utiliser les outils de webinar, etc. Donc ça, c'était à la fois un côté un peu technique et puis un côté familiarisation de la part de nos collaborateurs, mais il y a aussi une autre dimension qui est que nos collaborateurs dont ce n'est pas le métier, et je pense particulièrement par exemple à nos œnologues, ont dû apprendre très rapidement à devenir des animateurs, à devenir pratiquement des blogueurs, à apprendre un nouveau langage corporel, une nouvelle façon de communiquer. Ce qu'on demande à un œnologue à la base, c'est quand même essentiellement de faire des bons vins. Bien sûr, il a l'habitude de communiquer généralement en direct à des petits groupes, de faire partager, d'animer une dégustation. Mais le faire effectivement par l'intermédiaire d'un outil digital, c'est tout à fait autre chose et il aura fallu apprendre ça extrêmement rapidement. Il a fallu, cette situation nous a amené à créer une autre relation, une autre proximité avec nos interlocuteurs, un contact peut-être plus personnel, plus détendu, un peu plus décomplexé. J'ai une petite anecdote, ma femme a organisé, a animé une dégustation live dans notre cuisine, donc le simple fait d'être dans notre cuisine, c'est déjà très détendu, mais elle a cassé une bouteille, elle a fait tomber une bouteille pendant la dégustation, il y avait 150 personnes qui la suivaient. Bon, il a absolument fallu qu'elle réagisse rapidement et qu'elle décomplexe tout ça. Et ça fait partie des choses effectivement qu'on a appris. Il a fallu également apprendre à respecter des horaires, à être peut-être plus économe du temps de nos interlocuteurs, à être ponctuel. Le développement du e-commerce, comme je disais, on y a assisté, il a été très important, à la fois que ce soit nos propres clients qui sont des spécialistes des distributeurs en e-commerce, dont on a vu effectivement l'activité se développer très fortement. Nous-mêmes, par exemple, on avait un site généraliste qui vendait l'essentiel de nos marques sur Internet. On a vu une forte accélération également de son activité et on a lancé pendant la crise deux boutiques en ligne spécifiques pour deux de nos marques. Donc ça fait partie également des choses donc, nous avons dû faire dans l'urgence et qui se sont bien passées. Alors qu'est-ce qui va en rester ? À mon avis, il va en rester quand même pas mal de choses. Je pense que tous ces moyens, on a appris à les utiliser. Ils font partie maintenant de notre savoir-faire. Et je pense que
le futur sera différent, quoi qu'il arrive. On se déplacera certainement un petit peu moins, bien que nous sommes un métier de convivialité, nous sommes un métier de partage, nous sommes un métier lié à l'art de vivre et on est absolument impatient de retourner voir nos clients ou d'avoir la visite de nos clients chez nous. Mais je crois qu'on sera certainement un petit peu plus économe de nos déplacements, par exemple. Je pense qu'on prendra peut-être un petit peu moins l'avion à l'avenir pour une réunion qui peut se faire facilement par un moyen digital. Et à l'inverse, ce que je pense, c'est que du coup, nos interventions, celles que nous garderons, celles que nous ferons, n'en prendront que plus de valeur. Elles seront plus mises en avant, plus théâtralisées, etc. Donc, on s'attend effectivement à un changement assez durable dans la relation et dans la communication avec nos clients. Alors pour terminer, on m'avait demandé de vous dire ce que je pensais, quel était mon avis sur le futur de la filière. Ça a été bien abordé déjà tout à l'heure par Sophie Caron. Je suis un petit peu pessimiste à moyen terme, parce qu'en fait, on a découvert qu'on était rentré quand même dans une crise structurelle, et la crise conjoncturelle qu'on a traversée, Covid, mais également taxes aux États-Unis, etc., n'a fait que révéler la dureté de cette crise structurelle. Et cette crise structurelle, elle est essentiellement due au fait que beaucoup de vins français ne sont plus tout à fait adaptés à la demande. La demande elle-même dans certains pays, et notamment sur le marché français, a baissé, elle est en baisse, et beaucoup de vins français ne sont plus tout à fait adaptés aux attentes du consommateur à l'heure actuelle. Et donc, il faut absolument se réinventer. Il y a de la place pour des entreprises dynamiques en période de crise. Il y a toujours effectivement des gens qui tirent leur épingle du jeu. Je sais que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entre nous ont la capacité de le faire, sont déjà à l'avant-garde. Vous avez parmi les entreprises qui interviennent aujourd'hui un certain nombre qui sont dans ce cas-là. Et voilà, il va falloir absolument se réinventer. Et en ce qui nous concerne, mais c'est mes amis et confrères, je sais que c'est ce que nous faisons déjà depuis un certain temps. Merci beaucoup, Monsieur Delaunay. Une intervention très juste et merci pour votre retour d'expérience. On va poursuivre cette intervention avec Laurent Rento de l'Union des vignerons des Côtes-du-Rhône. Laurent, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le début de mon intervention va porter sur comment l'Union des vignerons des Côtes-du-Rhône a vécu la crise sanitaire. D'abord, un petit rappel de ce qu'est l'Union des vignerons des Côtes-du-Rhône. Nous sommes un groupement de producteurs, 2100 familles de vignerons exactement, sur à peu près 12 000 hectares de vignes basés dans la vallée du Rhône sud, dite méridionale. Une bonne partie de notre vignoble est classé HVE, 30%, on vise les 100% à l'horizon 2022. Et nous avons aussi une partie en bio, à peu près 10%. Notre production totale s'élève à un peu moins de 600 000 hectos en moyenne tous les ans. On couvre une vingtaine d'appellations, environ 5 crus et bien sûr tous les IGP de la vallée ici, c'est-à-dire IGP Méditerranée, Drôme, Vaucluse, etc. On commercialise à peu près 40 millions de bouteilles pour un chiffre d'affaires d'un peu moins de 100 millions d'euros dans une cinquantaine de pays, l'export représentant environ 30%. Notre marque principale, c'est évidemment la marque Cellier des Dauphins, qui pèse pour les 2/3 de notre chiffre d'affaires. Donc voilà, on a également 2 domaines, dont le domaine Galuval, en cru Kéran, une cinquantaine d'hectares en cru Kéran et Rasto, proche des dentelles de Montmirail, pour ceux qui connaissent. Voilà une petite présentation rapide du groupe. Alors la crise du Covid, en ce qui nous concerne, eh bien comme tout le monde, on a été impacté dès le début, puisque la restauration s'est arrêtée immédiatement le 16 mars. Pour l'Union des vignerons des Côtes-du-Rhône, ça représente à peu près 15% du chiffre d'affaires. Et donc, la fortune a été un peu diverse selon les marchés. Nous avons des marchés où nous sommes très bien implantés dans ce que nous appelons le off-trade, c'est-à-dire les magasins.
Et dans ces marchés-là, évidemment, il y a eu un transfert, si je peux dire, d'achat ou de consommation de la restauration vers les magasins. Et donc, dans ces marchés-là, et notamment la France, eh bien, le chiffre d'affaires de la grande distribution a largement compensé le chiffre d'affaires que nous faisions en restauration. À l'inverse, dans des marchés comme l'Asie, où on a une consommation très sociale en groupe, notre chiffre d'affaires a énormément baissé, puisque à fin juin, on est à peu près à moins 50% de chiffre d'affaires sur l'Asie. Mais au global, par ces effets de transfert de chiffre d'affaires, l'Union traverse cette période relativement bien, puisque notre chiffre d'affaires à fin juin est relativement stable par rapport à l'année passée, hein, et notamment au rebond sur la grande distribution, avec un impact pour nous, puisque les bag-in-box ont été très sollicités pendant cette période, où chacun a fait un petit peu de stock. C'était aussi valable pour le vin, puisque la consommation de bag-in-box a progressé de 25% pendant cette période-là, au détriment des bouteilles, ce qui a eu un impact pour nous en termes de production, puisqu'on a dû rapidement passer de 2,8 à 3,8 avec tous les soucis de matière sèche qu'évoquait mon collègue précédemment. Donc, on a dû s'adapter. En termes d'organisation, on a eu, comme beaucoup d'entreprises, dû faire face assez rapidement, puisqu'on a eu, nous sommes sur le site de production 120 et on a eu rapidement des cas de Covid. Et donc là, forcément, la psychose s'en mêle assez rapidement et on a dû, grâce au dialogue, grâce à des réunions hebdomadaires avec les équipes, la mise en place de mesures barrières, on avait la chance d'avoir des masques qui nous restaient du H1N1 et donc on a pu maintenir l'activité de production malgré ces cas-là. Et je dois dire que entre les arrêts pour garde d'enfants, les cas de Covid, on a eu un bel élan de solidarité en interne. Les gens ont fait preuve de réactivité, d'agilité. Tout à l'heure, Mme Caron parlait d'agilité. Là, je crois qu'on a connu ça, nous, en interne, où les gens qui n'étaient pas forcément dédiés, qui étaient auparavant dédiés à un service, ont volontiers mis la main à la pâte pour aider les collègues sur d'autres services. Donc, beaucoup de polyvalence, de solidarité. Et je crois que ça a été la démonstration qu'en période de crise, les femmes et les hommes sont capables de réagir et faire face à la situation. Ensuite, on m'a demandé d'évoquer en deuxième point les enseignements et les transformations que cette crise a amené et va amener en ce qui concerne l'entreprise. Alors, je dirais que je ne crois pas vraiment à un monde d'après et de fait un monde d'avant. Par contre, c'est sûr que cette crise a confirmé les tendances de fond que l'on voyait déjà au préalable. D'abord sur les marchés, et mon collègue tout à l'heure le disait, il y a nécessité d'adapter son offre en donnant du sens à chacune de nos bouteilles, et notamment le fait local, la consommation locale, l'ancrage territorial, toutes les dimensions de RSE, que ce soit à travers évidemment le social, mais aussi l'environnemental. Tout ça, on voit bien, est plus que jamais à l'ordre du jour, et le Covid-19, j'ai envie de dire, n'a fait que accentuer ces tendances. En termes de distribution, et Mme Caron l'évoquait tout à l'heure, on a vu, et c'est encore plus vrai maintenant, que la proximité, les magasins de proximité ont été dévalisés un petit peu au détriment des hypermarchés. Le e-commerce, les drives et le e-commerce ont fonctionné très fort pendant cette période-là.
Le on-trade, la restauration, alors évidemment impacté, mais je crois que pour le coup, c'est conjoncturel. Alors, il risque d'y avoir malheureusement beaucoup de faillites, mais il y a une demande pour la consommation en restauration. Pendant des années, on a connu un transfert de la restauration vers la consommation à domicile, mais depuis quelques années, la restauration a trouvé sa place avec une offre au verre beaucoup plus large qu'avant, et on voit bien que si les restaurants ont fermé pendant quelques mois, ça repartira. Alors, ce sera peut-être lent, mais je suis très optimiste sur le fait que la restauration reparte. Il a été évoqué le digital, et je confirme les propos qui ont été tenus tout à l'heure. Nous aussi, à travers les réseaux sociaux, eh bien, on en a profité pour maintenir le dialogue et la communication avec nos clients et consommateurs. On a beaucoup mis en avance justement cet élan de solidarité interne. J'y tenais à remercier à la fois les gens qui ont fait preuve en interne de polyvalence et de réactivité, mais aussi nos transporteurs qui étaient là tous les matins pour retirer les produits, nos clients. On a beaucoup parlé des caissières, mais voilà, si elles n'avaient pas été là, on n'aurait pas pu continuer. Donc tout ça a été très révélateur de l'ambiance interne. Notre modèle aussi, la coopération qui a été renforcée à travers ce Covid, puisque le fait d'être un groupement de producteurs fait que pendant des périodes comme celle-ci, eh bien, on traverse mieux les crises, non seulement parce qu'il y a un pied dans l'aval avec une forte marque, mais aussi parce que eh bien, il y a l'élan de solidarité avec le maintien des acomptes pour nos vignerons, etc., qui font que dans ces périodes-là, ils sont bien contents d'être membres d'une union comme la nôtre. Je terminerai par la vision de la filière de demain. Moi, je suis, et nous en interne, sommes convaincus qu'il faut donner du sens à ce que l'on fait. Et donner du sens quand on fait des vins, eh bien, c'est avant tout mettre sur le marché des vins qui ont une véritable histoire, un ancrage, des hommes derrière, un message à délivrer, des vins engagés, plutôt que s'appuyer uniquement sur les appellations et des étiquettes que l'on retrouve en grande distribution les unes à côté des autres et qui ne sont pas forcément révélatrices d'un message et de sens. Donc donner du sens, ça nous paraît, en tout cas nous, ici en interne, absolument essentiel et on fait tout pour le faire. Je disais global ou régional, et ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure par Mme Caron, l'Europe doit jouer un rôle pour notre filière et il faut d'abord être fort chez soi en France, mais aussi les marchés européens qui sont plus proches peut-être que les pays tiers. Et enfin, pour terminer, même si je sais que la période est difficile et que le moyen terme va peut-être l'être également, il est nécessaire de maintenir les investissements stratégiques de chacun, que ce soit le matériel, afin d'accompagner les changements qui se devant nous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent, pour votre intervention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez encore une fois accès à la fonction de chat pour pouvoir poser les questions à nos intervenants. Et puis, on va poursuivre avec notre troisième dirigeant d'entreprise, donc Jean-Claude Mas, fondateur et dirigeant du domaine Paul Mas. Jean-Claude, c'est à vous. Je vous laisse activer votre caméra et votre micro. Bonjour. Bon, bonjour, je n'étais pas sûr qu'il fallait réactiver. Donc voilà, le domaine Paul Mas aujourd'hui, c'est un groupe en fait qui reprend une quinzaine de domaines, des achats de raisins sur tout le Languedoc, essentiellement sur le Languedoc-Roussillon. On a plusieurs points de production. Depuis Perpignan jusqu'à Nîmes, en passant par les Corbières, Carcassonne, Limoux et Pézenas, là où est le centre.
La construction du groupe s'est faite depuis 2000, donc cette année on avait 20 ans, alors vous comprenez bien que l'anniversaire est à marquer d'une pierre blanche. C'est assez extraordinaire qu'on ait eu tout ça pour notre anniversaire. Donc on a 20 ans et l'entreprise s'est construite par une maîtrise de A à Z du métier du vin, que je définis comme 5 savoir-faire, qui sont la viticulture, la vinification, l'élevage et l'assemblage, la mise en bouteille et le marketing. On vend nos vins à 90% à l'exportation. On s'est développé en France depuis, on va dire bien, depuis 5-6 ans. On atteint un chiffre d'affaires de 10%. On a développé une activité de tourisme qui, comme vous pouvez le comprendre, a été impactée pendant les 3 derniers mois. Il reprend tout doucement, mais je pense qu'il y a une volonté des consommateurs de profiter de tout ce dont on leur a privé, c'est-à-dire le contact, sociabiliser, apprécier les bonnes choses. Et donc, on voit un fort redémarrage de cette activité aujourd'hui, grâce aussi à des concepts où on a innové, on a créé un lieu dans nos livrets où on peut se servir soi-même. Donc, on est de manière à sécuriser les gens et qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils se sentent bien. De manière générale, cette crise, on en a connu d'autres crises dans nos métiers, des crises assez sévères qui nous ont fait qui nous ont fait chuter fortement notre chiffre d'affaires, que ce soit aux États-Unis dans les années 2000, la crise sur tout ce qui a été les essais nucléaires. Donc, on a connu des crises qui ont impacté fortement notre métier, mais celle-là, bon, elle a un aspect un peu particulier puisqu'elle est sanitaire. Mais ce qu'elle enseigne, c'est que le consommateur aujourd'hui a besoin de choses vraies. Et lorsqu'on le sert avec des vins comme ceux qu'on produit en Languedoc, je pense que la réponse est très positive. On l'a vu pendant le confinement. Je l'ai vu en Angleterre, des rayons de supermarchés, mais vides, régulièrement vides, à cause d'une demande très forte. L'anglais consommant énormément de vin en dessous de 10 livres. Les vins au-dessus de 10 livres, c'était plus compliqué, mais ceux en dessous de 10 livres ont été en grande demande. Je l'ai vu en Hollande, des croissances de 20 à 30% dans tout ce qui est vente détail. Et il est évident que tout ce qui est CHR, distribution classique, a énormément souffert. La stratégie que nous, on a mis en place, qui est celle des domaines, c'est une stratégie basée sur le pull, c'est-à-dire qu'on attire le consommateur vers nous plutôt que pousser nos vins vers le consommateur. Alors, tout ça fait partie d'une stratégie une stratégie marketing qui a toujours été en place et qui se résume aujourd'hui à produire des vins plaisir dans un contexte luxe rural. Je pense que, comme je disais à certains de nos acheteurs, dans un contexte où on ne peut plus rien faire à part rester chez soi, c'est le vin par lui-même qui doit se vendre et qui doit crier plus fort que les autres. Et dans notre région, on a la chance de pouvoir produire ce type de vin et c'est ce qui s'est passé et je pense qu'il nous permettra de prendre des parts de marché à l'avenir, même contre la concurrence étrangère. Le gros avantage, c'est qu'on est structuré en entreprise familiale qui obéit à des codes qui ne sont pas les codes de la finance. On voit avec cette crise que l'argent n'existe pas, l'argent a disparu. Je pense que le Crédit Agricole est d'accord avec moi, c'est pour ça qu'ils nous en donnent énormément. Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir des terres ou de l'immobilier que de l'argent en cash. Donc, ça apprend la première chose. Donc, on va sortir d'un monde peut-être un peu trop matériel vers un monde un peu plus humain. On le voit aujourd'hui à travers nos vins, encore une fois, on est fondé sur le respect de la nature, on va dire, on est entièrement bio dans une partie qui est certifiée, on est HVE3 certifié. Il est clair que produire dans notre région aujourd'hui, pour le faire à long terme, ne peut se faire que dans un cadre de respect de l'environnement. Ça, on l'a acquis depuis longtemps. Ça, c'est une des forces essentielles qui fait que probablement on surmontera cette crise mieux que certains autres. La chose qu'a enseigné cette crise aussi, c'est que tous les points faibles ont sauté, que ce soit d'un point de vue humain, d'un point de vue social, tout a sauté. Là où on avait un client qui était faible, il disparaît. Il disparaît parce qu'il ferme boutique. Là où un employé n'était pas tout à fait à sa place, il ne sent pas de lui-même qu'il s'en va.
La notion de travail à travers le télétravail a créé de nouvelles visions de l'employé qui est très bonne, mais nous, on l'avait déjà un peu puisque j'ai une dizaine de collaborateurs qui sont répartis dans le monde et donc ils travaillent forcément en télétravail et en visioconférence. Mais on l'a établi dans un contexte un peu plus français où ne pas être au bureau de telle heure à telle heure veut dire qu'on ne travaille pas. Donc ça, on a réussi à le mettre en place et ça marche bien. Il y en a qui… Je ne sais pas si on va le continuer, comment on va le continuer, mais en tout cas, c'est dans l'air du temps. La maîtrise de la communication, aujourd'hui, on a accès à des réseaux. Pour nous qui sommes dans le vin, contrairement à des entreprises dans le vin à rapport qualité-prix, dans le vin plaisir, mais qui cherchons à faire des vins de rêve, ça c'est un des objectifs. Pour nous qui sommes dans ce vin plaisir, la demande du consommateur est fondée sur une communication, une proximité avec le consommateur. Et c'est vrai que grâce au réseau, aux médias que l'on a aujourd'hui, qui sont très accessibles, contrairement à ce que pouvaient être les médias il y a plusieurs années, la télé, faire des annonces télévision, passer à la télé, coûtait beaucoup plus cher, nous permet d'avoir cette proximité avec le consommateur, proximité que seules les grandes marques de luxe pouvaient avoir. Et ça, c'est encore une grande force sur laquelle il va falloir se construire, force de flexibilité et d'agilité. La problématique des marchés, il est évident que grâce à une diffusion à l'export, on s'aperçoit qu'il y a des marchés qui se comportent très, très bien. Je ne vous dirai pas la croissance qu'on a en ce moment en Nouvelle-Zélande, elle fait peur. Et vous savez que la Nouvelle-Zélande est sortie du Covid déjà. Ensuite, il y a des marchés où on souffre beaucoup plus, notamment la France, qui a eu des soucis tant dans le détail que dans le CHR. Donc là, c'est peut-être la démonstration qu'il y a une distribution réinventée en France. Et cette crise aura stimulé peut-être une nouvelle vision de la distribution du vin en France et j'espère une nouvelle vision de ce qu'est vraiment le vin en tant que produit culturel, en tant que produit qui fait du bien, en tant que faisant partie de notre patrimoine. J'espère que ça permettra de bien l'asseoir, de mieux l'asseoir. Grâce à notre distribution équilibrée à travers le monde, on a réussi donc à compenser certains marchés qui ont fortement chuté. La Chine, par exemple, n'a rien commandé de janvier à, grosso modo, à mars, fin mars, début avril. D'autres marchés ont fortement commandé, comme le Japon, mais qui prévoyait les Jeux Olympiques. Mais malheureusement, les Jeux Olympiques n'auront pas lieu. Donc, en conclusion, je dirais que cette crise nous apprend qu'il faut être dans le vrai. Il faut pas se moquer du consommateur. Il ne faut pas lui faire croire des choses qui sont peut-être pas tout à fait vraies. Que grâce au système digital et à on peut recréer une proximité avec le consommateur et se reconstruire sur des vraies valeurs, qui permettront à des entreprises qui ont des fondements et des bases solides d'émerger de cette crise. Dans toute crise, il y a du positif et du négatif. Et moi, je vois pas mal de positif dans cette crise. Intervention. Merci beaucoup Jean-Claude, très belle intervention. Je partage beaucoup de choses avec ce qui a été dit. Et puis notre dernier intervenant, donc nous sommes partis de la Bourgogne en passant par la vallée du Rhône, le Languedoc. On va finir par la région de Bordeaux. Et je vais laisser la parole à présent à Jean-François Gallo, président de Scodex Wine. Jean-François, allez-y. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être assez court parce qu'on a pris un peu de retard, j'avais vu ça. Moi, en définitive, je suis ce qu'on appelle un RTT, un retraité travaillant toujours, parce que comme beaucoup dans le vin, mais on ne sait pas s'arrêter. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une petite affaire qui s'appelle la Maison Gallo, qui a deux activités principales. L'une côté œnotouristique sur à Saint-Émilion. J'ai la chance d'habiter en plein cœur de la cité et d'avoir environ 120 000 personnes par an qui passent visiter mes caves. Donc, vous comprenez que c'est une partie importante aujourd'hui, ou qui était une partie importante. Et d'un autre côté, un petit négoce également qui assure les ventes à l'export de notre propriété viticole, mais aussi qui fait du négoce international
car j'ai toujours été baigné un peu dans le négoce international. J'ai créé plusieurs sociétés, Promocom qui faisait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 90% d'export, puis le groupe Renault Alliance qui faisait 110 millions d'euros avec aussi 65% d'export. Voilà. Aujourd'hui, j'ai surtout des activités interprofessionnelles. Je suis président du conseil des vins de Saint-Émilion, c'est-à-dire du syndicat viticole de Saint-Émilion, Lussac et Puisseguin, et vice-président de la Fédération de Bordeaux qui regroupe toutes les appellations bordelaises et donc membre et administrateur du bureau interprofessionnel des vins de Bordeaux, donc du CIVB. Voilà, donc au fait de toutes les responsabilités syndicales qui me passionnent beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nous avec le Covid-19 ? Eh bien, de côté viticole, bon, les vignes, bien sûr, ont continué à pousser. Ça, il n'y a pas eu de problème. On a continué à bien travailler dans les vignes. Une année compliquée avec des petites gelées, des petites grêles et des attaques milieu très fortes. Bon, mais on fait face et l'ensemble du vignoble saint-émilionnais y a assez bien fait face. Donc, au niveau œnotouristique à Saint-Émilion, et ça a été un peu le drame, on n'a plus vu un client un touriste pendant 2 mois, pour pas dire 3 mois. Ça reprend tout doucement à Saint-Émilion. On est aujourd'hui à peu près à 30% par rapport à une année normale, à la différence que ces 30% qui viennent vous visiter sont des clients bien acheteurs. Et donc, je dirige aussi la maison du vin de Saint-Émilion, qui est la vitrine de vente de tous les viticulteurs de Saint-Émilion. On est à 1 tiers de fréquentation, mais à 2 tiers en chiffre d'affaires. Donc, ça montre que les clients qui viennent nous voir aujourd'hui sont des clients acheteurs donc, et intéressés par nos produits. Donc, on disait tout à l'heure, Saint-Émilion, bien sûr, mais on vend des produits de qualité, on vend du rêve. On est patrimoine mondial de l'humanité, premier vignoble inscrit il y a 20 ans. Voilà, on en est fiers, on travaille. Moi, j'ai mis en place, depuis ma présidence, l'obligation que 100% de notre viticulture soit certifiée agro-environnementale pour 2023. Donc aujourd'hui, on est donc assez en avance avec à peu près 60% au moins des propriétés certifiées, et elles le seront toutes donc d'ici 2023 en bio ou enfin. Alors ça, c'est côté œnotouristique. Côté négoce, j'ai plus à faire de négoce aujourd'hui, moi qui fais 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. 95% export, je suis un homme de l'export, je suis conseiller du commerce extérieur de la France depuis 20 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, je vais être un peu redondant par rapport à mes confrères, c'est qu'au niveau de l'export, on a une très grosse perte de notre activité, bien sûr. Déjà l'année dernière sur les États-Unis, avec la taxe Airbus, taxe Trump. Donc, on a réussi à maintenir les livraisons à nos clients en faisant des grosses ristournes qui permettaient un peu de compenser en partie les 25% de taxes supplémentaires. Et puis, patatras, début d'année, le Covid en Chine, et un arrêt brutal de tout ce marché chinois qui n'a pas pu fêter donc, le nouvel an chinois. Donc, il y a un arrêt complet. Paradoxalement, eh bien, en période de Covid-19, nous avions un petit peu anticipé et je sentais non pas le Covid-19, mais la nécessité de s'orienter vers une clientèle basée sur le digital. Donc, depuis 2 ans, on avait lié des contacts forts avec des opérateurs sur la Hollande, sur l'Allemagne, donc qui développent des sites Internet. Bon, mais ces gens-là, en plein confinement, ont explosé leurs chiffres. Et on a pu donc les accompagner parce qu'on a continué à être très présent au niveau de nos clients avec une équipe commerciale qui a travaillé en télétravail, bien sûr, donc, mais très proche des clients. Et on a pu continuer donc à les livrer. Et donc, en définitive, nous avons maintenu notre chiffre d'affaires par rapport à N-1 grâce à cette performance sur la clientèle, donc Hollande, Allemagne, et également tout ce qui était grande distribution dans Belgique. Nous sommes très implantés. La conclusion que je tirerai moi de ce Covid, c'est qu'on se rend compte qu'on se déplaçait peut-être trop, comme l'a dit certains tout à l'heure, et qu'on doit pouvoir essayer de faire autant avec moins de déplacements onéreux. Je pense que j'aurai un premier bilan qui sera largement bien équilibré parce qu'on a très peu dépensé en ce premier semestre, puisqu'on n'a pas fait de salon, on n'a pas pris l'avion, on n'est pas allé en Chine, on n'est pas allé aux États-Unis, on n'est pas allé visiter nos clients. Comme nous, c'est toujours de l'export, c'est toujours des voyages assez chers. Donc, on a fait beaucoup d'économies et on a maintenu le chiffre et les marges. Donc, on devrait avoir une bonne situation intermédiaire. Et donc, ça veut dire que je considère que l'année prochaine, on sera de travailler un peu plus, pour les années à venir, travailler un peu plus par télétravail avec des visioconférences, des contacts avec les clients. Voilà, il faut être très proche de nos gros clients, je pense que c'est important.
Un des points également, c'est qu'on se rend compte que la prospection, ces périodes-là, n'a pas tellement d'intérêt et que les clients qu'on voudrait prospecter ou contacter par mail, ces clients-là sont tellement submergés qu'ils n'ont pas le temps de donner de réponse à de nouvelles offres et de nouvelles propositions. Donc, l'importance, on l'a vu dans cette Covid, c'est de rester très proche et très réactif par rapport à nos clients existants, pour montrer qu'on est fidèle, qu'on est avec eux, derrière eux, capable de les livrer et de répondre à toutes leurs sollicitations. Voilà. Quoi d'autre dire de plus? Je pense qu'on voit que des secteurs tels que la restauration ont beaucoup souffert, va encore beaucoup souffrir. Bon, je n'ai jamais, moi, trop aimé travailler avec la restauration. J'ai toujours eu des problèmes un peu de paiement, mais avec des restaurateurs amis. Donc, je considère qu'aujourd'hui, les grands axes, moi, c'est toujours le développement à l'export, de façon à répartir maximum nos marchés sur différents pays, sachant qu'il y a souvent un pays qui est en retrait et qui doit être compensé par l'autre. Voilà. Donc, pas mettre les œufs dans le même panier et de cibler beaucoup d'acteurs, principalement aujourd'hui axés sur le digital. Voilà pour mes petites conclusions. Merci beaucoup Jean-François. Donc on va passer très rapidement à la séance de questions-réponses. Malheureusement, on a pris un peu de retard, mais on va pouvoir prendre 2-3 questions. On avait déjà une première question de la part d'une personne connectée qui reprenait en fait les mesures de protectionnisme qui ont été mises en place et qui se mettent aussi en place un peu plus au cours de cette période. Et question, et là je m'adresse à l'ensemble des intervenants, par rapport à ces mesures de protectionnisme, opportunités ou menaces pour nos vins français? Comment vous voyez la chose? N'hésitez pas à prendre la caméra et le micro, si quelqu'un veut bien répondre. Lorsqu'elles sont... Pardon. Vous voulez que je réponde? Allez-y. Lorsqu'elles sont les mêmes pour tout le monde, ça ne peut pas être une menace, mais lorsqu'elles sont ciblées, c'est une menace, c'est évident. On l'a vu, ça a démarré en Corée il y a de nombreuses années, avec la Corée qui a favorisé, donc qui a enlevé les taxes sur les vins chiliens. Et des boîtes comme Montes a été, à l'époque, leur deuxième marché, je crois, c'était la Corée. On l'a vu au Japon, ça fait 7 ans jusqu'en février 2019, ça faisait 7 ans qu'on se faisait piquer des parts de marché par les Chinois et les Australiens. On l'a vu en Chine, on le voit un peu sur Geraci. On le voit aux États-Unis où les Italiens, ils continuent à faire fort parce qu'ils ne sont pas trop touchés. Bon, voilà, donc si elles sont ces mesures protectionnistes, si elles sont les mêmes pour tout le monde, ça va. Mais si elles mettent des déséquilibres dans la relation commerciale, mais moi je dirais au-delà de ça, on a énormément de problèmes lorsqu'il s'agit de géopolitique dans notre métier qui est le vin. Chaque fois qu'un président, chaque fois qu'une décision est prise de travers, et ça date depuis 1995, où les essais nucléaires nous ont complètement exclus du marché danois où on avait 70% de part de marché. Dès qu'il y a des décisions d'ordre géopolitique qui sont prises, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur le vin. Et en France, dès qu'on tape sur l'alcool, on tape sur le vin. Donc, je veux dire, c'est peut-être pas là trop dans le protectionnisme qu'il faut aller chercher, c'est dans l'attitude tout simple par rapport à qu'est-ce qu'on fait, qui on est, et par rapport à nous-mêmes en tant que Français, quelle attitude à avoir pour permettre de contrecarrer ces mesures protectionnistes qui peuvent être prises dans notre pays. Laurent Rento, vous souhaitiez également intervenir? Oui, mais je ne vais pas répéter ce qu'a dit M. Mas, que je partage. J'ajouterais simplement que l'Europe, on en parlait tout à l'heure d'un point de vue proximité locale, on voit bien que certains pays scandinaves qui sont très sensibles au développement durable commencent à rechercher, à axer plus leur sourcing vin sur l'Europe plutôt que d'aller chercher comme ils l'ont fait pendant très longtemps, des vins chiliens ou des vins sud-africains. Et donc, je pense que l'Europe, pour nous, producteurs français,
doit être une opportunité et il faut penser Europe avant de penser reste du monde. Et c'est vrai qu'après, sur le reste du monde, on est complètement dépendant, nous, producteurs de vin, de par le symbole que représente le vin en France, du contexte géopolitique. Monsieur Delaunay. Oui, j'abonde tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit par mes deux confrères. Effectivement, nous sommes un symbole, c'est-à-dire que dès qu'il s'agit de prendre des mesures de rétorsion quelque part, c'est le vin qui trinque, si on peut dire. Et on n'est pas du tout soutenu par nos pouvoirs publics. On est même méprisé en France par nos pouvoirs publics, puisque en France, la doxa française, c'est que le vin est de l'alcool. Et on peut presque se demander si finalement il n'y a pas certains lobbies en France qui sont contents de voir le vin dans des situations parfois un petit peu difficiles et on recule d'un cran à chaque fois. Mais d'un autre côté, ça nous apprend aussi quelque chose, ça nous apprend à compter essentiellement sur nous-mêmes, sur nos organisations, etc., mais à ne pas compter sur l'État. On a un système en France et en Europe certainement où on est encore extrêmement soutenu, il y a tout un système de subventions, etc., avec des usines à gaz administratives extraordinairement compliquées. Moi, je pense que je suis tout à fait, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, en fait, il faut créer la demande, il faut connaître la demande des consommateurs et il faut adapter nos produits français, il faut se réinventer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a de la place pour les vins français, il y a plus que de la place. On a la place on est les leaders mondiaux en valeur. Faut savoir quand même que on a perdu 5 points de part de marché au niveau mondial en 10 ans, entre 2005 et 2015. La France est le seul pays qui a perdu des parts de marché au profit de tous les autres. Tout le monde a progressé, tous les producteurs européens ont progressé, tous les producteurs du Nouveau Monde ont progressé, sauf les Français, parce que justement, d'une certaine manière, on oublie un peu le consommateur, on n'est souvent pas assez adapté aux attentes du consommateur, et d'un autre côté, mais qui n'est pas le côté que j'encourage le plus, on attend trop de nos gouvernements. Merci. Une dernière question qui nous est posée, c'est comment les uns et les autres faites-vous en cette période particulière où on a toujours des contraintes de déplacement, comment faites-vous pour gérer vos marchés étrangers? Comment reste active votre force de vente, qu'elle soit basée en France ou ailleurs? La visio, c'est le seul moyen actuellement de communiquer. La visio. Moi, je dirais que dans le cadre du travail où on est, comme je disais plus tôt, on est plutôt dans les stratégies pool. Je pense qu'on n'a pas besoin de voir tant que ça, de pousser le produit. Donc, la présence sur le terrain, elle n'est pas si indispensable que ça. La discussion avec les équipes, là, tout à l'heure, je fais une formation avec… ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que je commence à faire des formations avec des forces de vente. Parce qu'avant, on s'imaginait qu'il fallait aller sur le terrain et qu'il fallait faire une présentation en live, en présentiel. Donc, et je m'aperçois qu'avec les visioconférences, on a peut-être un peu plus d'attention. Bon, il faut les limiter, hein, pour pas qu'il y ait plus de 5 personnes. On perçoit qu'on a un peu plus d'attention. Le plus frustrant, je vais vous dire sincèrement, c'est pas de ne pas voyager pour aller vendre, c'est de ne pas voyager tout court. Parce que notre métier, quand on est dans le métier qu'on fait, on vit de l'influx, des vibrations des autres, de tout ce qu'on voit dans le monde, de là où on va, des endroits où on va, des hôtels, des restaurants, des gens qu'on rencontre. Et ça fait partie intégrante du métier du vin, qui en fait, comme je le dis souvent, le plus beau métier du monde, surtout quand on le pratique ici. Donc l'absence de voyage, je dirais qu'elle est plus à ce point-là d'interaction pour se sentir bien. Jean-François, vous souhaitiez compléter? Oui, je vois tout à fait Jean-Claude Mas. D'ailleurs, dans ces deux analyses, l'année précédente et celle-là,
On voit que c'est un homme de l'export, puisqu'il fait 90% de l'export. Donc, je suis d'accord avec lui. Ce qui me manque le plus, c'est de ne pas voyager moi-même pour sentir voilà, le terrain. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est vrai que je vais dire à mes commerciaux, vous allez un petit peu moins voyager, vous allez dépenser un peu moins de voyage en avion, et vous allez faire un peu plus de visioconférences. Bon, après, je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord lier des amitiés très fortes avec nos clients. Moi, je vois, je te sens, bon, alors j'avais 40 ans que je suis dans le métier, donc même un peu plus, c'est 50 maintenant, puisque j'ai commencé à 18 ans, donc j'en ai 70 maintenant. Voilà. Mais donc, ces liaisons qu'on a avec des clients, j'ai des clients de 30 ans, donc ensuite, un coup de fil, un échange, bon, mail, on est privilégié, quoi. Avec ces clients, on reste privilégié et on continue à faire du business sans aucun problème. Si on leur envoie une offre, tiens, j'ai ça à te proposer, j'ai un super vin du Languedoc, ou un très bon vin de Bordeaux, puisque je suis sur les deux, parce que j'ai fait mes études à Montpellier, j'étais marié avec une Montpelliéraine, alors je connais bien le Languedoc aussi, bien sûr. Donc je connais bien la maison Mas, je fais partie des fleurons, voilà, avec mon ami Gérard Bertrand aussi. Donc, mais c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on va peut-être faire des économies, on va avoir de meilleurs résultats parce qu'on va moins dépenser, mais on va rester très proche de nos clients. Voilà, puis on les recevra chez nous. C'est eux qui vont venir nous visiter. On leur fera des bonnes entrecôtes à la brouette. Et voilà, des belles choses comme ça. Je crois que c'est important. Le relationnel est très, très important. Merci beaucoup. On va devoir clôturer cette intervention, ce webinaire. Merci à vous tous. Merci à Laurent Rento, Jean-Claude Mas, Laurent Delaunay, Jean-François Gallo. Merci également à Sophie Caron et à Catherine Hédou. Je vous rappelle en fait un prochain rendez-vous qui a lieu la semaine prochaine avec un webinaire dédié sur le secteur de l'agroalimentaire, organisé toujours avec le partenariat du groupe Créicole et des caisses régionales. Nous aurons plaisir à accueillir 3 entreprises qui travaillent à l'international, que sont Biscuiterie La Mère Poulard, Bridor et la société Monin. Merci à vous tous, on a été ravis. Moi, ce que je retiens de ce webinaire, c'est le sens. Revenir à l'essentiel, le digital, le local, et puis le développement du e-commerce. Voilà. Merci et une très bonne fin de journée. Oui, Jean-François. Juste, si vous pouvez nous envoyer les coordonnées de chacun, parce que je serais content de continuer à échanger avec l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées là. Mais j'étais très content de voir Jean-Claude Mas ou Laurent Delaunay ou voilà ou Laurent Rento et voilà, je pense que on a des choses. On va faire ça et puis on peut aussi voyager en France. Voilà, absolument. Mais on a dit notre métier est un métier de convivialité, d'échanger entre nous, c'est toujours bon. Voilà. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Il y a des chambres ici, un super restaurant qui vise les étoiles, j'espère. Moi, cette émission chez moi, merci à vous. Johnny indépendant. Voilà. Merci à vous tous et une très bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à vous, au revoir, merci.